à un moment donné qui a lâché. Le problème vient d'avant. Tant mieux si on a trouvé les pédophiles, l'important c'était qu'avant c'était caché. Donc le problème vient d'avant, ce n'est pas au moment où on voit le problème que le problème existe. Je pense que le gros problème est dans la gouvernance, et dans la mission qu'on accorde aux différentes institutions, qu'elles soient gouvernementales ou bancaires ou financières, en général. Et d'abord, on devrait être plus clair dans la mission qu'on assigne à ces différents agents. Parce que quelque part, c'est un modèle d'agence. Au départ, on a un modèle d'agence, et le plus grand risque du modèle d'agence, c'est de séparer le ROE, le return, du risque. Parce que si on peut faire ça, alors là, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a un jeu à jouer très, très intéressant. Et donc le greed qu'on a dit, c'est pas... Il y a un greed, le greed, c'est de pouvoir effectivement faire croire à des gens que le risque n'est plus là, alors qu'il est encore là, et encore plus sur leurs épaules, mais nous, on a gardé le rendement. Et je pense que tous ces instruments de transfert de dérivés sont intéressants pour la couverture, pour autant que, quelque part, on ait toujours cette adéquation entre risque et rendement. Mais il y a un problème. C'est que le rendement, ça, on peut le mesurer, c'est facile, hein, c'est la valeur d'hier par rapport à la valeur d'aujourd'hui. Le risque, c'est une mesure en général qui est très difficile, qui est une zone grise. Les statisticiens matheux s'amusent à donner des mesures en fait, à ce risque. Et donc, il est très difficile d'effectivement catégoriser, délimiter ce que le risque veut dire. Et c'est là, en fait, où le flou règne à ce moment-là. Si je peux me permettre une partie de la réponse. Je suis totalement d'accord. La bulle qui a explosé a fait simplement perdre l'argent qu'une bulle antérieure avait créé, donc c'est neutre. Pour moi, les néerlandophones ont une extraordinaire réponse. C'est gezond verstand. C'est tout. Il faut savoir avoir des stratégies, et les financiers sont là pour rappeler aux gestionnaires que ça, on peut se le permettre. Et ça veut dire quoi, ça on peut se le permettre? Eh bien, la crise nous a rappelé un concept essentiel que tu as d'ailleurs bien réexpliqué tout à l'heure, c'est la liquidité. En fait, les gens oublient que quand on achète une action, il faut pouvoir ne pas devoir la vendre. C'est la règle numéro 1. Acheter des actions, c'est bien. On peut avoir une petite partie vraiment, là, quand on aime se faire peur. Mais sinon, normalement, c'est la partie de son patrimoine qu'on ne doit pas devoir vendre. Parce que la règle absolue, c'est que c'est emmerdant, mais c'est comme ça, c'est quand ça va le plus mal qu'on doit vendre. Et à ce moment-là, on perd beaucoup. Je termine. Le risque. Tout à l'heure, j'ai dit il y a 3 méthodes pour le risque. Il y a les méthodes très conceptuelles et mathématiques. J'en disais encore une de Goldman Sachs. Oui, on ne parlons pas de Goldman Sachs, s'il vous plaît. In tempore non suspecto, j'ai dit, et d'ailleurs, je m'étais fait des ennemis, mais peu importe, je pense ce que je pense, et ce n'est jamais personnel. Il y a la méthode ex post. Qu'est-ce que c'est que la prime de risque? C'est ex post, le rendement supplémentaire que les gens ont obtenu pour avoir pris le risque, historiquement, d'être investi en action. Quelqu'un peut-il me dire que la prime de risque centenaire a été dans la plupart de nos pays? Normalement, si vous êtes tous vraiment objectifs, personne. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a lu un bouquin extraordinaire qui s'appelle The Triumph of the Optimist. Et ça indique qu'une prime de risque normale, sur très très longue période, il ne faut pas aller au-dessus de 3-4%. 3-4%. Ça va? Maintenant, il y a la prime de risque que vous lisez dans un des ouvrages qui est notre référence à tous, je crois, en Belgique. En tous les cas, c'est De Groof. On a même été jusqu'à les inviter chez nous et on a parlé de la façon dont ils appliquent le Capital Asset Pricing Model, le CAPM, qui est donc la prime de risque qui est mathématique et qui revient à dire les analystes voient bien le futur de toutes les sociétés, ont donc un calcul cohérent et correct de l'ensemble des dividendes que toutes les sociétés d'un marché vont donner, et c'est le taux, le chiffre, qui va permettre, en actualisant tous ces dividendes, d'avoir le cours de l'ensemble de la bourse et de l'ensemble des valeurs de la bourse aujourd'hui. C'est donc un self-fulfilling prophecy, puisque avec ça, fin 2008, vous avez une prime de risque qui est de 7,5%. Je vous rappelle que la différence entre 1% et 1,5% fait de vous, si vous aviez reçu dans cette maison-ci, normalement, si vous aviez reçu $1 du temps de Jésus-Christ, vous auriez, je crois, 600 millions de dollars à, je crois que c'est 1%. Si vous aviez 1,5%, vous auriez plus que l'ensemble des GDP mondiaux aujourd'hui. Donc c'est ça la différence d'un demi% sur 2000 ans.
Vous imaginez la différence entre 3 à 4% et 7 à 8% sur 20 ans. C'est extraordinaire la différence, bien entendu. C'est fondamental. Eh bien, voilà la différence et voilà pourquoi de temps en temps, on peut avoir ex ante, ex post des visions différentes sur la valeur d'une société. Est-ce que je dois prendre 7% de prime de risque ou 8% de prime de risque? Est-ce que je dois prendre 3%? Est-ce que je dois me mettre à 5% au milieu? Nous, on a fait un choix en 2008 dans nos impairments. On a pris 5. Je suis toujours convaincu qu'on aurait dû prendre 3, 4, mais on a pris 5 parce qu'on avait peur que le marché nous dise « ça va, Event, tu as pris vraiment le chiffre le plus bas pour ne pas faire des impairments. » J'ai une autre question que j'aimerais vous poser, ça rentre plus ou moins dans la ligne de ce que vous dites, c'est à vous entendre, on revient effectivement à des notions de Gezondverstand, c'est finalement ça qui est à la base de plein de calculs de rendement. Mais le souci est qu'à un certain moment, la société se perd. De maatschappij verliest van idee van een gezond verstand en wil geloven in de fantastische rendementen die bepaalde hen aanbevelen. En dus zal mijn vraag naar jullie zijn entrepreneurs, financiers. Als de maatschappij het niet meer kan verstaan, niet meer de moeite neemt om al die informatie op te snoepen, is het dan de rol van de overheid om uiteindelijk een systeem te gaan uitschrijven dat het risico enorm gaat beperken, zodanig dat de echte commerciële normale activiteit naar plaats kan vinden. Est-ce que vous êtes partisan d'une régulation beaucoup plus forte pour que justement la finance puisse juste faire ce qu'elle doit faire et canaliser terriblement cet élément de risque? C'est une question quand même pour toi, ça. Je sais, je ne veux pas la mettre sur la même ligne. Non, je dirais que le problème n'est pas plus ou moins de réglementation, c'est de la meilleure réglementation. Parce que de la réglementation, je peux dire que s'il y a des banquiers dans cette salle-ci, de la réglementation, il y en a eu. Je veux dire, franchement, quand on voit BAL 2, Solvency 2, IAS, et le gros problème dont on discutait à table, c'était le problème que finalement, cette réglementation est tellement complexe qu'au bout d'un moment, on perd de vue l'intérêt de l'investisseur qui doit lire les documents. C'est-à-dire que celui qui doit lire les documents, je veux dire, s'il était au courant de tous les calculs qu'il y avait derrière les chiffres qu'il lit dans les bilans, il lira encore moins les rapports financiers. Donc, il faut ne pas perdre de vue le fait qu'in fine, on veut informer. Et on est dans un monde aujourd'hui où, au fait, on a Internet, on est dans la surinformation, et on a besoin de s'assurer que des gens sont capables d'identifier la bonne information de l'autre. Et donc, si je pense que la réglementation doit jouer un rôle, c'est la capacité à revenir à des basics au niveau de l'information et de la capacité à dire ça, c'est plus de risque, ça, c'est moins de risque. On a essayé, le régulateur, par exemple, a demandé dans différents pays, les pays ont testé des choses. En Allemagne, ils ont testé d'avoir des indicateurs de vert à rouge, etc. Mais la plupart du temps, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est-à-dire, on vous dit, votre mandat est balance. Balance, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut tout dire et rien dire. Et le banquier peut toujours dire, désolé, on était un peu plus risqué que prévu, ou non, finalement, on était un peu plus précautionneux. Donc, il y a un besoin d'information et de mission claire par rapport à... Bon. L'autre problème qu'on a en face de ça, c'est qu'on a une science humaine. Une science humaine, personne ne va oser... si on avait ici une réunion de médecins cardiovasculaires, personne n'oserait émettre une opinion s'il n'était pas scientifique dans tout ce qui était problème cardiovasculaire. La finance est une science humaine, tout le monde a une opinion par rapport à la finance. Bon. D'un autre côté, la finance fait partie du quotidien de tout le monde. Qu'on soit médecin, avocat ou financier, on a notre épargne investie d'une manière ou d'une autre. Notre retraite, on a intérêt à l'investir nous-mêmes un petit peu quand même, à mon avis. Et donc, quelque part, on a ce problème qu'on doit pouvoir gérer. Et donc, je pense que le régulateur doit être là pour... le régulateur doit être quelque part un peu le test-achat des investisseurs, en disant on est là pour protéger l'investisseur in fine et ne pas se perdre nous-mêmes dans des conjectures assez complexes. Pas plus de régulation, mais de la meilleure régulation. Oui. Alors, moi, je vais faire une phrase que vous aimerez certainement tous. Tout l'impôt tue l'impôt, d'accord? Trop de régulation tue la régulation. Hein? C'est clair que je me rappelle encore un banquier, parce que de temps en temps, on fait des déjeuners culture.
Donc toute l'équipe, on invite quelqu'un d'important dans un domaine particulier, il nous apprend plein de choses. Et on reçoit donc le